Bonsoir, ici Piero San Giorgio. Voici une longue série, je pense, de questions-réponses, comme je fais chaque année. Euh, Souvent, j'ai la chance de vous faire cette question-réponse d'endroits exotiques. Je crois qu'il y a 2 ans, c'était en Afrique du Sud. L'année dernière, je ne me souviens même plus. Et cette année, je suis dans un hôtel à Milan où je suis venu pour des interviews pour le lancement de mon livre Survivre à l'effondrement économique en italien. Alors, comme j'avais pas trop envie de sortir ce soir, j'ai pris l'occasion de vous faire ces questions-réponses. Ce sera en plusieurs parties que je vais couper en fonction de différents thèmes. On verra bien. Alors, pour démarrer, tout d'abord, je voulais vous souhaiter, puisque je crois que nous sommes le solstice d'hiver, donc c'est un moment important dans les cycles naturels de notre planète, de l'univers, enfin pas de l'univers, mais en tout cas de notre planète, et donc de l'activité humaine, notamment si vous êtes dans l'hémisphère nord. Le solstice d'hiver, c'est évidemment la nuit la plus longue de l'année. C'est aussi un moment où, en général, voilà, c'est vraiment l'hiver commence vraiment. Cette année, on le sent pas trop, il fait plutôt chaud. Et puis surtout, c'est un moment où les jours vont recommencer, pas tout de suite, mais dans quelques jours, les jours vont recommencer à, euh, à se rallonger. Et donc ça veut dire que c'est le début de la victoire, malgré l'hiver, de la victoire de la lumière sur l'obscurité, du soleil sur le froid, donc de la chaleur sur le froid, du soleil sur l'obscurité. Sol invictus, comme disaient les latins, le soleil invaincu. Et donc, pour tous ceux qui sont en phase avec les cycles naturels et avec les choses réelles du monde, eh bien, je vous souhaite un très bon solstice d'hiver. Alors, commençons les questions. La première, c'est pourquoi arrêter les conférences? Eh bien, je l'ai dit à ma dernière conférence, justement, à Marseille, qu'en fait, je n'arrête pas les conférences de manière absolue, mais j'arrête les conférences en France. Tout d'abord parce que j'ai mes livres qui sortent ici en Italie, en Russie dans quelques semaines, en langue arabe. Et donc, je serai amené à faire des conférences, bien sûr, et des interventions médias, etc., dans tous ces pays. Donc, je me réjouis vraiment beaucoup d'aller voir un petit peu à Rome, à Milan, Turin, Naples, peut-être faire des librairies et des conférences dans ce pays, que j'aime beaucoup évidemment. Et puis la Russie, et puis le Maghreb, et pourquoi pas des pays que j'aime beaucoup aussi, l'Égypte et la péninsule arabique, etc. Je vais peut-être pas aller dans le nord de l'Irak en ce moment. Euh, voilà, donc ça veut pas dire que je veux plus en faire, mais plus en France. Alors, d'une manière évidente, c'est une question de temps. Il faut du temps et j'ai aussi d'autres choses à faire. J'ai mon potager, ma ferme, surtout les compétences qu'il faut apprendre, ça te prend du temps. Si je veux continuer à améliorer ma capacité d'être instructeur de tir, bah, il faut que je fasse de l'entraînement constant, il faut que je fasse de l'instruction. J'ai en plus du conseil régulièrement, donc ça me prend du temps. Ce n'est pas que la journée de conseil en soi, c'est aussi la préparation avant, la préparation, enfin, ce qui suit la journée de conseil où je réfléchis, où je prends un rapport pour mes clients, où je leur explique ce qui est bien, ce qui est pas bien dans leur stratégie de préparation, etc. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et puis, voilà, c'est aussi parce que en France, j'ai fait le boulot. J'en ai fait, je sais pas, peut-être presque une centaine de conférences. Et donc, j'ai l'impression d'avoir dit ce que j'avais à dire. En tout cas, ce que je pouvais dire de manière orale. J'aurais d'autres choses à dire. Vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça. J'ai encore des livres à écrire. J'ai encore des, euh, des choses à dire, à mon avis, importantes. J'espère avoir le temps avant que ce soit vraiment le bordel. Mais ces choses-là peuvent se faire par l'écriture, peuvent se faire par la présence dans les médias. Et je tiens à remercier d'ailleurs les médias alternatifs, on peut le dire, non mainstream, qui m'ont soutenu et qui m'ont interviewé et qui ont en tout cas eu le courage de me laisser parler et d'entendre un discours qui est peut-être anxiogène, mais et certainement qui va contre la doxa dominante de la croissance et contre le fait que tout ira bien. Et donc, et en plus, de manière, j'espère, assez raisonnée, assez rationnelle, et pas juste un farfelu qui parle de Bucarache ou je sais pas quoi, ou la fin du monde des Mayas ou des conneries dans ce genre. Je pense qu'ils préfèrent faire venir des gens comme ça que des gens qui ont une approche un petit peu plus sensée.
Et donc, euh, je les remercie. Donc, je serai dans les médias, mais simplement, c'est les conférences, je ne fais plus. Seule exception à cette règle, en tout cas pour 2015, et probablement sera plus que 2015, c'est si une conférence exceptionnelle se prépare. Et par exceptionnel, ce n'est pas juste m'inviter, parce que c'est une conférence où je serai invité avec quelqu'un d'autre avec lequel la somme de nos discours donnerait quelque chose de nouveau, une réflexion intéressante et un débat utile pour justement qui veut se préparer au monde qui arrive. Donc par exemple, je ne sais pas une organisation, comme j'ai pu le faire, j'ai été invité à des conférences par et avec donc Alain Soral, Pierre Hillard. Si je devais faire une conférence, par exemple, que sais-je, avec des gens en plus que j'estime, hein, comme par exemple Étienne Chouard ou Pierre Jovanovic ou d'autres, Hervé Juvin, il y en a pas mal, hein, il y en a vraiment beaucoup que j'estime et qui ont une réflexion intéressante. Eh bien, évidemment, dans ce cas-là, ce serait avec plaisir et en fonction de mes capacités. Il y aura toujours des conférences en Suisse. Ça, si je peux en faire et si vous m'organisez des conférences en Suisse, je les fais volontiers parce que c'est un pays où j'ai encore besoin et envie de propager l'information. Mais pour la France, l'information, elle a été passée. Alors, certains vont me dire, oui, mais moi, j'étais pas au courant. Bah, t'avais qu'à pas regarder TF1, t'avais qu'à t'intéresser aux vraies sources d'information et là où il y a des choses différentes. Et donc, voilà, je reste en plus sur YouTube, je reste sur Facebook, donc vous pouvez me contacter là-bas. Pour l'instant, je fais encore l'effort de répondre aux dizaines et dizaines de messages quotidiens et auprès de presque 10 000 personnes qui me suivent sur Facebook et un peu plus de 6 000, je crois, sur YouTube, où je fais des vidéos et où je réponds encore. Mais bientôt, je ne pourrai plus répondre. Bientôt, c'est fini. J'aurai juste plus la capacité, vu le volume de gens. Et puis, ben voilà, il y a aussi une certaine répétition. Donc, j'espère que si vous voyez cette vidéo et que vous ne me connaissez pas très bien encore, allez sur ma chaîne YouTube et regardez les vidéos plus anciennes. Si vous allez sur YouTube, faites l'effort de remonter sur les posts plus anciens. Alors, de temps en temps, je dis deux, trois conneries, hein, je dis deux, trois trucs abrutis. Mais dans l'ensemble, je passe des informations, je passe aussi des réflexions parfois qui sont censées, non pas faire mon kéké, hein. L'idée, souvent, même parfois, si je mets des choses provocantes, c'est pour vous faire réfléchir. C'est pour vous faire aller plus loin dans votre raisonnement. Parce que moi, c'est bon, hein. Enfin, vos raisonnements m'aident beaucoup, hein, et parmi vos messages, il y a parfois des informations vraiment intéressantes. Et encore une fois, je vous remercie. Mais j'essaye aussi de. Donc, n'hésitez pas à aller sur YouTube et Facebook et d'aller plus loin. Et surtout, n'hésitez pas à transmettre. Vous n'avez pas besoin de convaincre les gens autour de vous. Vous pouvez leur envoyer mes liens, leur faire lire mes livres ou d'autres, etc. Et quant à moi, vous savez, je ne suis pas là pour convaincre, mais je suis là pour dire. Et j'espère que je le dis bien. J'espère que je le dis avec pas mal de références factuelles et chiffrées et qui permettent aux gens de se faire un avis, en tout cas de démarrer une enquête et une recherche. Mais enfin, la première phase de ce travail en France est faite. Je ne m'attendais pas à autant de succès, je ne m'attendais pas à autant j'ai pas envie de dire engouement parce que vous restez qu'un nombre limité de gens à me suivre par rapport par rapport à la télé-réalité ou des choses mainstream. Donc, il faut rester modeste, c'est rien du tout. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais, c'est toujours quelque chose de bien. Donc voilà, vous m'aurez toujours dans les pattes, mais simplement je ne ferai pas de conférence tout seul, en tout cas en 2015 et très probablement même plus tard. Voilà. Deuxième question. Donc voilà, quand organisez-vous une conférence en Suisse? Alors quand, je ne sais pas, mais ça dépend de vous. Si vous êtes une librairie que vous voulez organiser des séances de dédicaces, je suis disponible. Enfin, on va voir dans nos agendas de trouver une disponibilité. Si vous voulez organiser une conférence au sein d'une école, peu importe, je suis disponible. À vous de voir. J'aime bien et pour la suite, je vais continuer à le faire. Et puis si un jour mon livre sort en allemand, et bien sûr, je referai des conférences, bien sûr en Allemagne, mais aussi en Suisse alémanique. Et je suis à la recherche d'un éditeur allemand ou en tout cas en langue allemande. Deuxième question, en fait, voilà. Quelle question as-tu assez qu'on te pose et quel amalgame en as-tu assez de voir dans le milieu survivaliste? Alors, c'est lié, une des questions
j'en ai assez qu'on me pose, c'est quand est-ce que tu viens à Lille, Roubaix, Perpignan, Toulouse, Marseille, etc. Je les ai presque toutes faites. Il fallait être là avant, tant pis. Et puis, si vraiment vous vouliez me faire venir, il fallait m'inviter, il fallait vous bouger les fesses. Voilà. Et de toute façon, c'est pas la manière de choper l'info. Mais bon, c'est vraiment parce que je suis pinailleur, parce qu'il n'y a pratiquement aucune question que vous me posez qui est débile. D'ailleurs, la plupart des gens qui me suivent ne posent pas de questions, posent très peu de questions, et les questions qui sont posées sont généralement très intelligentes, et même, quand bien même elles ne seraient pas transcendamentalement hyper intelligentes, elles sont pas dénuées de sens, et elles sont intéressantes. C'est très rare que j'ai des questions complètement connes. C'est très très rare. C'est vraiment très très rare. C'est peut-être une sur mille. Alors, voilà, aux amalgames, bah, c'est les amalgames évidents. Alors, au-delà du fait, ah oui, euh, tu possèdes des armes, donc tu es un facho, aucun sens. Je veux dire, aussi facho que les gardes rouges des bolcheviks, peut-être. Bon, en fait, en même temps, ils étaient vraiment fachos. Donc, bref, enfin, on va reparler de ce que ça veut dire facho, tout ça, toutes ces conneries. Ça, c'est un amalgame que j'entends pas, mais je sais qu'il peut se faire. L'autre amalgame, c'est tu vends des sacs à dos, donc tu es intéressé par l'argent. Et oui, je suis intéressé par l'argent, les mecs. Il faut que je bouffe des quantités considérables de nourriture. Mais moi, je suis pas fonctionnaire, donc je suis pas touché, je suis pas payé avec les impôts de la communauté. Il faut que je bosse. Et les panneaux solaires, ils sont pas gratos. Et 4 gamins, ça coûte. Bref, donc oui, bien sûr, je suis intéressé par l'argent. Alors, ensuite, à vous de voir si ce pourquoi je fais de la publicité est un bon matériel. Moi, je pense que ça va. Et on gagne pas énormément avec tout ça. Mais enfin, ça aussi, c'est à chaque fois agaçant de voir comment la France, le seul pays au monde où gagner de l'argent, c'est mal vu. Tous les autres pays du monde, c'est OK. Mais en France, bizarrement, il faudrait que tout le monde soit fonctionnaire ou assisté. Alors je sais, c'est pas le cas de tous les Français, loin de là. Mais enfin, c'est le cas d'une minorité vociférante et souvent débile. Tant pis, j'en ai absolument rien à foutre. Si vous saviez à quel point j'en ai rien à foutre des gens qui critiquent, si la critique elle n'est pas constructive et si elle m'aide pas dans mon travail, mais j'en ai absolument rien à foutre. L'autre amalgame, enfin, ou question bête, souvent on me dit mais quand est-ce que votre vidéo sera disponible? Bah, elle sera disponible quand elle sera disponible, et elle sera disponible quand tu te crèveras le cul à aller la chercher, mais je vais pas commencer à annoncer à tout le monde quand je fais quelque chose, donc faut aussi bosser par vous-même. Bon, enfin bon, c'est rare. Les autres amalgames, alors sioniste, mais je sais pas, être sioniste ou anti-sioniste ou je ne sais pas quoi, mon discours il est suffisamment subtil je crois et complexe sans qu'on ait à sortir c'est pas parce que je fais des affaires et que j'ai fait et que je ferai des affaires avec Israël. Je l'ai déjà expliqué en longueur et probablement ce sera une des autres questions par rapport à mes liens avec Israël. Mais les mecs, c'est bon quoi. Alors ensuite, on va parler aussi de ce que moi j'en comprends par sionisme, mais ce côté, t'as été en Israël donc t'es sioniste. Je sais pas, t'as été en Union soviétique donc t'es communiste. T'as été en Allemagne donc t'es nazi. Enfin, c'est juste tellement creux comme argument que ça dénote juste un quotient intellectuel à 2 chiffres, ce qui est le cas de 80% de la population, hein. Mais bref. Ensuite, on me dit toujours, vous êtes l'ami de Soral, vous êtes proche de Soral. Bah, proche, non, là, je vois dans ma chambre d'hôtel, il est pas là, donc je suis pas proche. Moi, je suis proche, j'essaye d'être proche de ma femme, de mes gosses, mais je suis pas très proche physiquement, ni. Ensuite, amis, moi, des amis dans ma vie, j'en ai 3 et demi, peut-être 4, quoi. Donc, bon. Ensuite, je vais vous en parler, hein. J'ai de l'estime, j'ai aussi des points d'accord, des points de désaccord, mais ça, c'est souvent un truc. La première question que les journalistes me posent souvent, c'est alors vous êtes très proche de Alain Soral. Bah, je sais pas. Vous voulez une réponse simple ou une réponse intelligente? Et c'est pourquoi vous posez cette question. Et on le sait pourquoi. Parce qu'ils essayent de discriminer, parce qu'ils croient que dire ça, c'est vous discriminer d'emblée. C'est comme dire, mais vous êtes ami de Adolf Hitler. Alors qu'en fait, ils se rendent pas compte que en France, la majorité des gens, ils sont curieux, ils trouvent ça plutôt bien. Donc en fait, à la limite,
moi, je fais du mal à Alain Soral quand on montre ma vidéo où je suis en Israël, etc. Mais je suis indépendant, je suis libre d'esprit, je ne suis pas ni proche, ni copain, ni ami. On va en parler, c'est quelqu'un que j'estime, quelqu'un qui a des idées intéressantes, avec la plupart avec lesquelles je suis en accord, certaines avec qui je suis en désaccord. Enfin bref, mais ami, bon, ça me gonfle souvent parce que ça m'oblige de me justifier, ce que je fais pas. D'ailleurs, je dis ouais, je m'en fous. Vous croyez ce que vous voulez, faites votre boulot de journaliste, quoi. Mais c'est vrai que parfois, bah, c'est un peu agaçant. Donc, tu vois, on me dit pas, vous êtes l'ami de Noam Chomsky ou de, tu vois, c'est toujours celui-là qui retombe. C'est normal, c'est les règles du jeu des médias aujourd'hui. Voilà, et puis j'assume totalement les conférences que j'ai fait avec Alain. Question suivante. Quels sont vos autres projets? Donc, à moi, quels sont mes autres projets? Alors, on me dit aussi, est-ce que le projet Gros est fini? Non, au contraire, il continue, sauf que Minute Papillon, c'est du boulot de travailler sur la remise en forme. Alors voilà, bah, je vais vous en parler. Si vous suivez dans ma page Facebook Gros et les vidéos YouTube qui se relatent à Gros, en fait, c'est un projet sur lequel je travaille donc sur la remise en forme. Comme c'est un sujet hyper vaste, j'interviewe des spécialistes, des docteurs, des physiciens, des sportifs de haut niveau, euh, des nutritionnistes, des spécialistes du sommeil, des spécialistes de la gestion du stress, etc. Et j'apprends ces sujets, et c'est un boulot colossal. Et en plus, j'essaie de l'appliquer sur moi-même. Alors le problème, c'est que ce que j'applique sur moi-même, bah, des fois ça marche, des fois ça marche pas, donc j'ai pas encore la recette. Et je suis pas sûr qu'il y aura une recette, puisque nous sommes tous différents, et que nous sommes tous, même nous réagissons différents. Cela dit, je pense que j'ai perdu quand même 15 kilos cette année, parce que dans ma remise en forme, il fallait que je passe notamment par une perte de poids, ça c'est clair. Mais c'est pas du tout une histoire de perte de poids, ni de régime, ni de quoi que ce soit. Vous allez voir, c'est impressionnant. D'ailleurs, et je suis pas sûr d'avoir tout fait très très bien, il faudra encore 2015 pour que, à mon avis, j'aboutisse à ce que j'ai envie de faire. Mais je me sens, j'ai une pêche depuis l'âge de 18 ans, j'ai pas eu une forme physique et des performances physiques comme celles que j'ai maintenant. Au niveau de la course, au niveau de la puissance musculaire. Donc cette année a été excellente. Donc je suis très très content de mon projet. Simplement, je ne vais pas vous parler tous les jours. Aujourd'hui, j'ai mangé deux salades et trois petites noisettes et des amandes. Sinon, c'est super chiant pour vous et pour moi. Et donc j'essaye, mais je note. J'ai pour à peu près, pour l'instant, j'ai avoir 2000 pages à 4, rempli de notes, de machins, donc c'est un boulot de dingue. Des interviews extraordinaires, certaines je les ai déjà mises en ligne parce que j'allais pas vous faire attendre, elles étaient trop importantes à mon avis, trop bien, d'un point de vue philosophique en tout cas. Si vous lisez l'anglais, si vous comprenez l'anglais, franchement, allez les lire, notamment celle par exemple d'un coach sportif sud-africain, euh, juste bestial ce qu'il dit. Bref, c'est un travail qui avance. Ouais, voilà, je vous tiens pas au courant de tout ce que je fais quand je me lève le matin et tout ça. D'autant que c'est très chiant en ce moment dans ma vie avec quatre gosses, c'est vraiment métro boulot dodo de ce côté-là. Mais bon, il y a ce projet. Donc ça, c'est un premier projet qui est en cours, en sachant qu'en ce moment, j'ai très peu de temps, puisque cette année, comme j'ai eu un quatrième enfant, toute fin 2013, 2014 a été consacré, j'ai consacré énormément de temps à la famille, ce qui était bien. J'ai quand même fait malgré tout des conférences, etc. Et comme il n'y a que 24 heures dans la journée, et qu'il faut acquérir des compétences, s'occuper de ma base autonome durable, quand même voir quelques amis, la famille, etc. Eh bien, voilà, j'ai pas écrit, j'ai très très peu écrit. Alors en plus, j'ai quand même sorti Femme au bord de la crise, donc un nouveau livre, alors c'était en début d'année, et puis j'ai commis la préface de deux livres cette année, l'un de James Howard Costler, Too Much Magic, qui est un livre extraordinaire pour ceux qui veulent comprendre la réalité des États-Unis. Et puis tout récemment est sorti La Voix virile de Jack Donovan, dont j'ai aussi eu le privilège d'écrire et l'honneur d'écrire sa préface, qui est un livre juste génial dans les rapports sur qu'est-ce que c'est qu'un homme. Et c'est un vaste sujet et qu'il traite, à mon avis, d'une manière coup de poing qui fera hurler les féministes, les journalistes, toute la bien-pensance française va juste hurler avec ce livre. Ça va faire scandale dans les chaumières de Paris, pas ailleurs. Ailleurs, ça va être bien pris. Et je pense que si vous qui m'écoutez, vous êtes un homme,
et que vous voulez savoir ce que ça veut vraiment dire être un homme, il faut lire ce livre. Et si vous, madame, vous voulez enfin savoir ce que c'est qu'un vrai homme, lisez ce livre. Enfin, il est juste génial ce livre. Donc j'étais tellement content de faire son préface. Et écrire une préface, il faut, voilà, c'est pas écrire juste ce que je pense ou juste ressasser l'effondrement économique. Il faut écrire quelque chose de pertinent si possible, de juste, qui fait réfléchir, de taquin même parfois. Donc voilà, moi rien que pour les deux préfaces, si vous aimez bien ce que j'écris, je vous conseille de lire ces deux livres. Donc voilà, et puis j'ai d'autres projets pour cette année. Je suis en train de coécrire un livre avec quelqu'un. Je ne vais rien vous dire pour l'instant, c'est pas encore annoncé. Qui a bien avancé. Je pense qu'on a écrit à peu près un gros tiers. C'est un sujet très important, qui est la suite logique de Survivre à l'effondrement économique rue Barbare. Mais voilà, comme on le coécrit, ça avance plus ou moins lentement et je me réjouis parce que je pense que ça va être intéressant. Et j'en ai d'autres à coécrire, mais je suis tellement débordé que le temps traîne et que ça se repousse. Et voilà, et mes propres projets personnels, en plus donc gros, j'ai au moins un autre livre sur l'éducation, la famille, la philosophie de vie, etc. Mais ça, c'est un livre pour beaucoup plus tard. J'ai également des projets de livres de science-fiction. Mais là aussi, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et comme je suis une machine diesel pour écrire, moi j'ai besoin de 8 heures devant moi pour écrire 3-4 pages. J'arrive pas à trouver 3-4 heures en ce moment dans ma vie, j'ai trop de choses. Et, euh, et ces choses, pour l'instant, passent en priorité pour moi. Donc, va falloir attendre. Et tant pis. Tant pis pour ma créativité, tant pis pour mon écriture. C'est comme ça. Alors ensuite, autre question. Salut Pierrot, pourrais-tu nous dire plus de ton travail avec Vol West? Eh bien, nous avons collaboré donc sur Rue Barbare, qui est un livre que nous avons donc coécrit et qui est sorti. Euh, Nous avons commencé à travailler sur Femmes, et puis à la fin, nous avons eu des différends entre mon éditeur, lui, etc. Et à la fin, on a décidé de simplement ne pas aboutir à ce sujet ensemble, et je l'ai abouti par moi-même. Et voilà. Sinon, ça se passe bien. Moi, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, même vraiment beaucoup, tant personnellement parce que c'est quelqu'un de très, je trouve intéressant, complexe. C'est pas du tout, tu vois, on va pas dire ouais, c'est quelqu'un de sympa. Non, non, c'est beaucoup plus intéressant que sympa. C'est quelqu'un de dense, de réfléchi, euh, caractère. Il a son caractère, mais c'est un caractère intelligent. C'est pas un caractériel basé sur l'ego. C'est un caractériel basé sur l'intelligence. Ça, j'aime bien. Euh, Peut-être, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est assez brut de ce côté-là, mais pour moi, c'est dans le bon sens du terme. C'est pas quelqu'un brut con. C'est quelqu'un de brut, intelligent et intéressant. Voilà, donc j'ai beaucoup de respect. C'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses, et dans l'écriture du Rhubarbe, et dans ses vidéos et son blog. C'est vraiment très enrichissant. C'est un blog d'une extrême qualité qui est parmi, je pense, les meilleurs au monde, y compris parmi les anglophones. Vraiment très très intéressant. Et surtout, c'est un pratique. C'est pas un théoricien fou. C'est quelqu'un qui fait. Et à ma mesure, je le fais aussi. Il faut toujours juger les gens, pas simplement par ce qu'ils disent, mais aussi par ce qu'ils font. Parce que dire une chose, c'est bien, mais ensuite, il faut aussi voir ce qu'ils font. Et parfois, ce qu'ils font déçoit par rapport à ce qu'on dit, mais parfois, ça enrichit. Et dans ce cas-là, ça enrichit. Et je trouve que comme il le fait, quand il parle d'armes, il le fait. Et je vous assure, pour l'avoir rencontré en vrai, ce qu'il fait est beaucoup plus intéressant et plus volumineux que ce qu'il montre. Comme la plupart des gens qui se préparent correctement, ils ne montrent, même moi, je montre un tout petit peu de ma préparation. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas envie de montrer pour des raisons évidentes. Donc voilà, j'espère que nos relations sont bonnes. Il a beaucoup de choses à faire, moi aussi. Enfin, c'est quelqu'un que je respecte et que j'apprécie. Et donc, il n'y a aucune tension. Alors, je sais que ces derniers temps, il y a des gens sur Internet, mais c'est Internet, ça n'a aucune importance, qui prennent une remarque complètement hors sujet, et puis qui la montent en épingle. Il y avait cette histoire d'affiche d'une conférence à Rennes, où l'affiche, ils avaient enlevé la partie où il y avait son nom pour mettre conférence, parce qu'il n'y avait pas de place, puis parce que c'était fait vite fait. Et il y a tout de suite des gens qui disent oui, tu respectes.
Mais va faire un coup, je veux dire, c'est n'importe quoi. Je veux dire, si tu commences à réfléchir comme ça, t'es mort. Déjà, dans le monde qui arrive, t'es mort. Je veux dire, le premier mec avec qui tu vas discuter, il va t'abattre. Et ensuite, euh, t'as l'enjeu nul, rien, zéro. Donc, alors soit c'est faire le kéké sur Internet, de faire le malin, etc. Enfin, sans intérêt. Donc, tout ça pour dire que, en tout cas en ce qui me concerne, la relation est toujours respectueuse, amicale et certainement euh, ouverte. Donc, voilà. Vol West, si nous regarde, stay safe et continue à faire ce que tu le fais super bien et c'est très important et ça aide beaucoup de gens. Euh, Alors, autre question. Alors, est-ce que le sionisme est un courant pro-israélien chez les Indiens d'Amérique? Probablement chez les Sioux. On me pose chaque année ces questions, sionisme, Israël, machin. Et les mecs, il y a d'autres choses dans la vie. Alors, je sais qu'en France, vous êtes bizarre avec le CRIF, avec tous ces machins, avec le président de la République qui se fait des courbettes vers le lobby pro-israélien. Je veux dire, bon, c'est un fait, mais c'est bon, les mecs, je sais pas, déboulonnez-le, allez voir, faites vous-même du lobbying auprès de la communauté juive pour qu'ils arrêtent de soutenir ces quatre clochards idiots qui font du mal à la communauté juive. Hein. Moi, je pense vraiment que le CRIF, c'est le premier facteur d'antisémitisme en France et c'est le premier créateur de haine envers. Je déteste utiliser les mots comme haine, mais c'est eux qui l'utilisent souvent. C'est le premier créateur d'animosité et de tension entre communautés. La plupart enfin, les juifs français, ils sont français depuis très longtemps, ils se sentent juifs aussi, parce que bah, j'imagine c'est un truc chez les gens qui sont religieux. Alors moi, j'ai jamais compris hein, cette histoire de. Alors, soit tu es religieux et que tu crois en Dieu et que tu suis la religion et donc tu es en l'occurrence juif, soit tu n'es pas religieux et tu crois pas en Dieu et donc t'es pas juif. Mais il y a des gens qui me disent je suis juif et athée, mais ouais, t'es végétarien, tu manges de la viande. T'es musulman et tu manges du porc. Ah, c'est n'importe quoi. Enfin bref, mais je comprends hein, le pourquoi c'est du n'importe quoi. Mais pour moi, c'est pas des sujets intéressants. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que j'en ai à foutre, ça me gonfle. Alors sur Israël, j'ai déjà dit, allez voir l'interview que m'a fait Meta TV là-dessus, où j'explique ce que je pense. Il y a des choses, une terre, un peuple, ça me plaît. Moi, je suis peut-être, voilà, je suis pris par le côté germanique de la chose, ce qui est cocasse quand on parle d'Israël et des Juifs, quand on prend une certaine source chez le germanisme. C'est-à-dire que, voilà, un peuple, il a envie d'une terre, il la prend, il la défend, et si un autre peuple n'est pas content, il lui pète la gueule et il lui la reprend. C'est comme ça depuis la nuit des temps. C'est pas une question de droit, de oui, Israël a le droit d'exister, les Palestiniens ont le droit d'avoir un État. T'as le droit si tu peux. Si t'as le droit ou si t'es capable. Si t'as la force, si t'as les lobbies, si t'as les influences, si t'as les soutiens, si t'as l'argent, si t'as le complexe militaro-industriel, tu l'as. Sinon, tu l'as pas. Et voilà. Alors ensuite, les gens me disent, mais alors il faut que tu condamnes l'Hezbollah, machin. Non, l'Hezbollah, il fait ce qu'il doit faire pour essayer d'obtenir quelque chose. Est-ce que c'est réussi? Est-ce que ça réussit pas? On verra. Est-ce qu'Israël va réussir ou pas à survivre? On verra. Moi, je suis pas israélien, je suis pas juif, je suis pas arabe, je suis pas musulman. C'est pas ma terre, c'est pas mon peuple. Donc je regarde ça de loin, je peux commenter, j'ai un avis, j'ai des amis là-bas, dans les deux camps, dans tous les camps d'ailleurs. Bon, j'essaie de vous parler de survie, de l'effondrement, euh, pourquoi ça va se viander. Certes, Israël comme un pays très puissant, économiquement, militairement, que ça, il a une influence dans ce qui va arriver, dans l'effondrement et dans la provocation de cet effondrement, certainement, comme les États-Unis, comme la France, comme l'Angleterre, comme la Russie, tout le monde, dans le monde globalisé, imbriqué, tout ça se concatène. Et donc tout a de l'influence sur tout. Après, c'est pas mon combat. Moi, Donc lâchez-moi avec cette histoire de est-ce que tu es sioniste, qu'est-ce que tu penses du sionisme. Moi, je vous dis un truc. Le sionisme, pour moi, c'est la volonté des juifs de vivre en Israël. C'est fait, ils y sont. Après, si vous dites que le sionisme, c'est le suprémacisme juif, je veux dire un truc très clair. Moi, tous les gens qui sont suprémacistes et qui me considèrent moins bien qu'eux, ben, je les méprise. S'ils commencent à vouloir me mettre en esclavage et ils font les actions pour et ils veulent me tuer ou me mettre en esclavage, eh bien, ils m'auront comme ennemi. C'est clair. Après, moi, j'ai jamais eu de juifs qui sont venus me dire espèce de goy, je vais te mettre en esclavage, je vais te soumettre.
la plupart, l'immense majorité, bon, j'ai eu des mecs qui m'ont escroqué, mais dans majorité des cas, c'est des gens super gentils, super sympas, avec qui on a fait des bonnes affaires, avec qui on a des relations d'amitié. Parmi mes très très bons amis, j'ai des gens qui sont juifs qui habitent en Israël. Donc le côté suprémacisme juif, je pense que ça existe, je pense même on en voit à la télé, hein, des mecs en France qui sont complètement tarés, on en voit. Euh, Après, il y a toute la question de l'habileté. Est-ce que quand vous faites un débat télé sur l'islam et que vous avez 5 juifs plus un mec qui a rien à voir, est-ce que c'est une bonne manière de montrer la communauté juive en France? Ça, c'est une question d'habileté. Après, il y a des gens habiles qui sont très cons, hein, et qui se croient habiles et qui se plantent. Alors après, c'est pas moi qui en parle le mieux. Moi, j'habite en Suisse. En Suisse, ce problème ne se voit pas du tout de la même manière. On n'a pas du tout la communauté juive en Suisse est très bien intégrée, ça se passe bien. Mais en fait, comme en France, mais sauf que nous, on n'a pas ces élites agissantes qui se voient, qui sont vraiment folles de se montrer. Je veux dire, putain, les mecs, vous êtes 1 million de juifs en France, 600 000 juifs en France, il y a 11 millions de musulmans, et vous vous montrez à la télé, tous les journalistes, enfin, je veux dire, putain, les mecs, faites gaffe, quoi. Enfin, bon, maintenant, je l'ai déjà dit, et je le dis en privé à mes amis juifs, et ils sont d'accord. Voilà quoi, maintenant à mon avis c'est trop tard, les dés sont tirés, voilà. Mais j'ai pas de soucis. Bon. Après, il y a énormément de choses à dire. Voilà, si vous êtes une communauté juive, je sais pas, à Marseille, Toulouse, Paris, comment vous organisez votre structure en cas de survie, votre communauté, comment vous organisez vos milices communautaires comme la LDJ, le Bétard, les machins, les trucs ça. Tout ça, ça m'intéresse d'un point de vue technique. Mais pas tellement d'un point de vue idéologique ou politique, c'est pas mon truc. Vous le savez, donc vous me posez toujours ces questions chaque année. Bah, je réponds chaque fois pareil. Alors, ensuite, il y a beaucoup de sorale et d'égalité et de réconciliation dans vos propos, et surtout dans votre livre Femmes au bord de la crise. Ici, il note, j'imagine que tu te rapportes au livre de Alain Soral vers la féminisation. Et question subsidiaire, est-ce qu'il y a quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord? Alors, oui, 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 alors tout d'abord, alors, il n'y a pas honte, il y a pas de honte à apprécier Soral, même si c'est l'ennemi public numéro 2 en France, et son raisonnement. Moi, je pense que d'abord, c'est vrai que c'est un virtuose du logos. Il a un raisonnement intelligent, et son point de départ, souvenez-vous, il part de la drague, de la mode, et de la critique du féminisme, et sur cette critique du féminisme, je suis totalement en phase, à 100%. C'est-à-dire vraiment, il a compris à quel point le féminisme a été sorti de son idéal, pour peu qu'il y ait vraiment eu un idéal au tout début, et qu'il a été utilisé pour, en fait, amener une pression sociale sur les hommes, et finalement transformer les femmes en consommatrices et en salariés, et donc finalement en esclaves de l'économie globale. Donc ça, j'ai repris, et d'ailleurs c'est vrai qu'en écrivant Femmes au bord de la crise, sur le chapitre qui parle du féminisme, qui est un chapitre genre les femmes libérées, mais libérées de quoi? Je crois que c'est exactement une phrase que dit Soral dans Vers la féminisation, et il y a des paragraphes où c'est très très proche de ce qu'a écrit Soral dans Vers la féminisation, parce que d'abord ça m'a inspiré, clairement, c'est clair, de la même manière qu'il a inspiré Zemmour dans son livre Le Premier Sexe, et je pense que cette analyse d'Envers la Fédération, elle est absolument brillante. Après, sur ce que pense Serral en général, je pense que le mieux, c'est de lire ses premiers livres, tout d'abord, qui sont Socrate à Saint-Tropez, Abécédaire de la bêtise ambiante, et puis de remonter ensuite plus récemment à ses autres livres, et puis de regarder certaines de ses vidéos, certaines sont meilleures que d'autres, où il explique un petit peu ce qu'il pense être les mécanismes de domination en France, mais aussi dans le monde, etc. Alors, quand on l'écoute, moi je vais vous dire franchement, moi je n'entends pas d'antisémitisme. Alors on sait tout le monde, ah, antisémite. Moi j'écoute et il dit toujours, alors peut-être qu'il ne le fait pas avec tact, il ne le fait pas avec souplesse, mais il le fait avec punch. C'est comme ça, c'est son caractère. On peut ne pas aimer le style. Parfois, je vous avoue, hein, j'entends des trucs, je grince. Waouh, je me dis putain, il a dit ça. Mais il s'attaque pas aux juifs. Il s'attaque à certaines élites. Et il le fait avec son style. Et je vous assure, moi, j'ai écouté. Je trouve pas des trucs où je me dis non, c'est n'importe quoi. Il différencie toujours les juifs et certains
certaines élites, certaines personnes qui agissent, et probablement que dans son esprit, il pense à ce suprémacisme juif qui peut exister, qui existe certainement chez certains, mais un pourcentage infime de cette communauté qui est de toute façon pas unie, qui est morcelée, qui a plein d'avis. Vous savez, on plaisante en Israël, on dit toujours, quand vous avez deux juifs qui font la conversation, il y a trois avis. Et c'est vrai, dans ce sens-là, un intellectuel britannique, là, Gilad Asmon, a une analyse aussi, en plus avec beaucoup d'humour, qui est encore plus grinçante et encore plus dure. Je suis pas sûr que je suis d'accord avec tout, mais en tout cas, il a un point de vue très intéressant à étudier. Alors ensuite, là où j'ai des... enfin, si ce que dit Soral était des conneries, il serait ce serait facile de le démonter dans un débat, et j'imagine qu'à la télévision ce serait le cas. Moi personnellement, j'ai essayé de le démonter sur deux trois sujets en privé, autour des conférences que l'on a fait ensemble, notamment sur Israël, etc. Parce que je pense avoir une meilleure expérience de Israël que lui, de ce que ça veut, parce que j'y suis allé plein de fois, etc. Et sur certains points, bah, je pense que peut-être je l'ai fait un peu réfléchir, ou peut-être qu'il a mis une certaine nuance. D'ailleurs, je l'entends cette nuance. Il parle pas du peuple israélien quand il critique la politique d'un Ariel Sharon ou d'un Benjamin Netanyahou, enfin, de toute façon tous les premiers ministres israéliens, tous les gouvernements. Mais sur d'autres éléments, sur le judaïsme, sur le talmudisme, j'ai essayé de lui apporter de la contradiction, mais il m'a laté, hein, il m'a intellectuellement éclaté la gueule. Et j'ai dû avouer que non, il a raison. Sur le talmudisme, je suis allé voir, il n'y a pas photo, quoi. Après, il le dit peut-être avec une manière très agressive, parfois arrogante, mais c'est lui, on aime ou on n'aime pas, mais c'est son caractère, c'est son parcours de vie. Et bon, si vous me posez la question, je vous donne mon avis, mais là aussi, c'est pas tellement mon sujet. Euh, Après, les différences, alors moi je veux dire, il y a une grosse différence, mais d'abord je voulais dire un point. En fait, moi dans mon travail, lorsque je rencontre des gens, j'essaye de trouver les points qui font qu'on est d'accord avec ces gens et qu'on peut avancer, qu'on peut construire. Parce qu'on va dans un monde tellement difficile et on va vers des périodes tellement troubles et dures que je ne vais pas commencer, comme souvent, c'est une maladie française, d'essayer de trouver tout de suite le point de désaccord et de pignoler dessus. C'est rare, j'ai eu deux, trois conférences, enfin, ou interviews croisées, etc., avec des gens, où en fait je suis d'accord avec eux à 90%, et ils sont venus comme des cons sur les 10% de différence, et ils se sont acharnés sur ça. Et alors, bon, moi, comme j'ai pas envie d'avoir de conflit, puis que je suis pas dans une approche d'ego, j'ai botté en touche à chaque fois, et tant pis, quoi. Mais c'est débile, il faut essayer de chercher ce qui nous rattache aux gens. Quand je parle à un musulman, j'essaie de chercher, je vais pas lui dire, ouais, mais dans le Coran, t'as vu ce qui est écrit, euh, non, 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 j'essaie plutôt de dire, bon, écoute, on va trouver ce qui nous relie. Est-ce qu'on a des dénominateurs communs? Est-ce qu'on a, et finalement, il y en a beaucoup. De toute façon, on peut faire la paix, on peut s'entendre qu'avec nos ennemis, et on peut débattre qu'avec des gens avec qui on a des divergences, mais au moins on pose une base commune sur laquelle on peut construire de l'argumentation et respectueusement, sinon ça n'a pas de sens, sinon le débat il n'existe pas, sinon c'est juste de l'insulte, de l'agression, et tôt ou tard, il y en a un qui est plus fort que l'autre et qui te fracasse la gueule. Et le jour où il n'y a plus de loi, il te fracasse la gueule définitivement. Donc, c'est des mauvaises habitudes de chercher la petite bête, de chercher la merde. Donc, si cela étant dit, en sachant que pour moi, c'est pas des éléments essentiels, oui, il y a un gros point de désaccord que j'ai avec Soral, et même d'une manière générale avec Égalité et Conversation, qui est rempli de gens excellents et vraiment très très gentils à chaque fois. Je suis vraiment étonné de la gentillesse et de l'amitié, vraiment, 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 euh, des Français fiers d'être Français patriotes et vraiment sympa. Alors, il y a toujours ceux qui répètent le Soral sans l'avoir compris, mais c'est une minorité. La majorité sont vraiment sympas, etc. Non, le gros point de différence, mais encore une fois, c'est pas un point très important, c'est qu'en fait, dans l'approche de l'égalité et de la réconciliation, il y a une approche socialiste. En fait, les gens disent Soral d'extrême droite, mais non, il est de gauche, il est voire extrême gauche. Il a enfin, on s'entend, ce côté euh, droite des valeurs et gauche du travail, ça me plaît, hein, c'est intéressant, en sachant que ça c'est du vrai socialisme. Et moi, le vrai socialisme, culturellement et historiquement, ça me dit rien. C'est pas mon truc. Je viens pas de là. Pour moi, les gens
sont pas égaux. Pour moi, l'égalité des droits, c'est seulement sous certaines conditions, certainement pas dans les conditions du monde d'aujourd'hui. Bref, tout ça, ça me plaît pas. Mais en même temps, c'est ce qui nous permet d'avancer et c'est ce qui permet d'avoir une chance d'éviter la guerre civile. Donc tout ce qui donne une chance de réconcilier les gens et d'éviter la guerre civile, au moins en attendant, faut au moins aller dans ce sens-là. Ça sert à rien d'attiser les choses et de chercher justement les conflits. Au contraire, il faut essayer de les pacifier et de faire en sorte que les gens, par l'éducation, par le raisonnement, par la mise à plat des éventuels conflits, puissent trouver des terrains d'entente. Et ça, c'est important. Donc moi, le côté national-socialiste, il y a socialiste dedans. euh, alors je peux comprendre. Alors, je vais vous dire ce que je pense, c'est que moi je pense qu'il y a le marché, mais le marché il doit être contenu par une certaine morale, et le garant de la morale et des choses, des éléments stratégiques, ça doit être l'État petit, léger, efficace, hyper démocratique, avec une approche démocratique directe, et pourquoi pas avec ce que propose Étienne Chouard, un système de régulation de représentation par tirage au sort, et un système légal et judiciaire extrêmement léger et au service du peuple, de la nation, ensuite de l'État. Donc le peuple, la nation, l'État. L'État est au service de la nation et la nation au service du peuple. C'est pour ça que le peuple il est important. C'est pour ça que le multiculturalisme et le multiethnicisme c'est dangereux parce qu'on risque de ne plus avoir cette unicité de peuple qui ne permet plus d'avoir la nation, qui ne permet plus d'avoir l'État. Et donc les lois, comme c'est le cas dans beaucoup de pays, sont devenues le premier élément qui dirige tout. Et donc qui fait les lois, c'est plus la nation, c'est plus l'État, c'est au-delà, ce sont des lobbies, ce sont des entités supranationales, et donc vous vous faites tous niquer, et on se fait tous niquer par ce système-là. Donc voilà, ça c'est ce que je crois. Maintenant c'est mon avis, ayez le vôtre. Donc ça me fait penser à la question suivante, qui est, ne trouves-tu pas que nos principaux problèmes actuellement sont l'inégalité de la distribution des richesses, et donc finalement une société juste, et à la limite, même si elle n'est pas égalitaire, elle peut être juste. Alors le truc, c'est que là, cette question me fait poser plus de questions que de trouver des réponses, parce que des inégalités, est-ce que les inégalités sont normales ou pas? Ben, il y a des gens qui bossent plus, il y a des gens qui bossent moins, il y a des gens qui ont plus de chance, il y a des gens qui ont moins de chance. Il y a des gens qui prennent des risques et qui réussissent dans ces risques, d'autres qui prennent des risques et qui se plantent, d'autres qui prennent pas de risques. Il y a des gens qui bossent 12 heures par jour, d'autres qui en bossent 4. Il y en a qui aiment bien le week-end passer du temps avec leur famille ou aller à la pêche, d'autres qui montent une entreprise et qui peut-être gagnent de l'argent grâce à ça. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que c'est source d'inégalité? Bien sûr. Nous ne sommes non plus. Il y a des gens intelligents, il y a des gens pas intelligents. Il y a des gens capables, il y a des gens incapables. Il y a des gens qui se coupent en épluchant une pomme de terre, et il y a des virtuoses. Qu'est-ce qu'on y peut? Alors là, la seule question que moi je vois réelle, c'est pas de dire est-ce que c'est juste, c'est pas juste, c'est comme ça, puis point. La question qui vient, c'est est-ce que ça marche ou pas, une société où il y a ces différences? En sachant qu'on ne peut pas changer ces différences, alors si on considère que ça marche pas, est-ce que c'est le rôle de quelqu'un d'atténuer ces différences? Alors, il n'y a pas de réponse claire. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Après tout, tu as besoin de gens qui meurent en épluchant leurs pommes de terre pour montrer aux autres comment est-ce qu'il ne faut pas éplucher les pommes de terre. Tu as besoin de gens qui se lancent dans une entreprise et qui se plantent pour montrer aux autres comment ne pas se lancer à montrer une entreprise pour que ça se plante. Et inversement, il faut des gens qui réussissent pour montrer aux autres comment est-ce qu'on réussit. En sachant que réussir, c'est un terme extrêmement... La réussite de quelqu'un sera admirable pour certains et sera complètement insignifiante pour d'autres. Ça dépend de vos valeurs personnelles, ça dépend aussi des valeurs d'une société. Il y a des sociétés comme aux États-Unis où l'entrepreneuriat et la réussite personnelle sont vus de manière très positive. Il y a des pays comme en France où celui qui réussit gagne de l'argent est mal vu. À terme, qu'est-ce qui marche mieux, qu'est-ce qui marche moins bien? C'est pas évident à répondre. C'est pas aussi évident qu'il n'y paraît. Ensuite, ça veut dire quoi une société juste? Juste par rapport à quoi? Par rapport au fait que il faut interdire les gens qui épluchent les pommes de terre correctement par rapport à ceux qui épluchent mal les pommes de terre. Il faut que les gens qui ont dépensé tout leur argent en alcool, en pute et qui finissent clochards, c'est un exemple extrême, on est d'accord, soient aidés par la collectivité.
Mais est-ce que c'est juste à ce moment-là pour les autres qui ont travaillé et puis qui ont pas dépensé de l'argent en pute et en alcool? Est-ce que c'est juste que celui qui est incapable se viande et finisse pauvre? Est-ce que c'est juste que celui qui bosse beaucoup gagne de l'argent et puisse être considéré riche? Moi, j'ai pas de réponse à ça et je pense que moi ce que je sais, c'est que j'ai pas envie que ce soit un État qui décide ça pour moi. Et surtout quand cet État, il n'est pas démocratique, et surtout quand cet État, il est oligarchique. Et non, 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 parce que à la fin, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à la fin, même dans une démocratie, on va aller promettre aux gens les plus incapables et les plus débiles de leur filer du fric qu'on va prendre de la poche des capables et des intelligents, et donc les intelligents et les capables, ils vont s'appauvrir, voire ils vont partir, et à la fin, il reste plus que des débiles et des pauvres, ou des gens qui foutent rien. Et ça se plante. Donc moi je crois, le socialisme, historiquement, ça s'est planté tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai discuté de ça avec William Bloom, qui est en gros l'unique, une des seules personnes qui pousse au socialisme, voire au communisme aux États-Unis, ou même un Jean Ziegler en Suisse. Eux, évidemment, ils sont pas d'accord avec mon analyse. Je peux comprendre. Mais à la limite, un Chomsky pourrait être déjà d'accord. C'est-à-dire que un anarchiste qui ne veut pas d'un rôle de l'État, mais qui ne veut pas non plus que l'État, parce que le problème de l'État, c'est que l'État il peut se faire couillonner et dérouté par des lobbies de puissants. Ça, Étienne Chouard l'a bien compris. Donc en fait, le problème, c'est pas tellement le socialisme. Le problème, c'est le contrôle démocratique ou pas de l'État. Et moi, j'ajouterais un niveau, c'est-à-dire c'est la définition du citoyen. Parce que moi, je veux bien d'un tirage au sort, moi je veux bien une démocratie grecque, à condition qu'on définisse bien ce que c'est qu'un citoyen et que pas tout le monde puisse être citoyen. Parce que sinon, si n'importe quel chien et chat peut être citoyen, à ce moment-là, bah, le nombre fait que ça va vers le nombre. Et la dictature du nombre, c'est pas bon. C'est pour ça que la démocratie telle qu'on la conçoit aujourd'hui en Occident avec la représentativité est extrêmement mauvaise. Franchement, vaut mieux une dictature, vaut mieux un roi, on va en parler. Parce que si c'est le grand nombre qui choisit, eh ben c'est les plus cons, les plus débiles, les plus paresseux qui vont obtenir l'aide de l'État en échange des votes pour élire les politiciens. Et à la fin, eh bien, enfin, on appauvrit le tout et ça finit en guerre civile parce qu'il n'y a plus de ressources et ça finit par la mort et la destruction. Donc pour moi, le socialisme, c'est la mort et la destruction. C'est la mort. Ça ne veut pas dire que le capitalisme extrême ou l'oligarchie et la collusion entre le capital, les entreprises donc et l'État, ce qui s'appelle historiquement le fascisme, c'est aussi une bonne solution parce que ça amène aussi finalement à la captation de toutes les richesses. Et donc quand il y a très peu de gens qui ont toutes les richesses, au bout d'un moment ça s'effondre aussi parce que les gens disent bah, j'arrête de bosser, je prends mon marteau, mon outil de travail, je vais fracasser la gueule à l'autre. Et au bout d'un moment, la police qui est entre les deux, elle va se dire mais finalement il y a 1 million de gens qui se révoltent contre 10 et nous on est 100, bah, on change de camp parce qu'on a envie de vivre. Et donc ils pètent la gueule aux 10 connards qui ont pas compris qu'il faut être subtil. Donc en fait, c'est pas évident, hein. J'ai pas forcément la réponse, je vais pas prétendre d'amener une réponse là où Marx s'est planté, là où les ultra-capitalistes se sont plantés. Moi, je suis qu'un petit gars. Simplement, je n'aime pas qu'on m'oblige à donner de l'argent pour des causes qui ne sont pas les miennes. En revanche, la charité, c'est très bien. Si vous pensez que moi j'aime bien, par exemple, moi j'ai une sensibilité particulière pour les handicapés en chaise roulante, bah, moi je donne mon temps et un peu de mon argent pour eux. Pareil, j'ai une sensibilité particulière pour les aveugles, je donne un peu de mon temps et un petit peu de mon argent pour les aveugles. Voilà, mais par exemple, les mendiants en Rome, j'en ai rien à foutre. Je veux dire, mettez-les tous dans des trains et je sais pas, faites ce que vous voulez avec, mais c'est pas mon boulot. D'ailleurs, je ne souhaite pas que l'État fasse quoi que ce soit avec ces gens-là. Bref, mais c'est pas mon truc. J'ai pas envie qu'on vienne me prendre de l'argent de mes impôts pour, voilà. Par exemple, en fait, ensuite, cela étant dit, un socialisme partiel et même un communisme partiel, c'est envisageable, mais dans un cas très précis. C'est qu'imaginez que vous avez une société qui est culturellement et moralement homogène. Alors ça, c'est déjà tout un programme. Euh, à partir d'un moment où on se met d'accord pour un projet commun qui nécessite des fonds ou des ressources qui sont au-delà de la capacité de chaque individu, bah, finalement c'est ça un État. C'est qu'à un moment on se dit, bah, voilà, on habite dans une vallée, on est 1000, on n'est pas capable de fabriquer un barrage qui nous serait bien utile, on va tous y bénéficier,
Bon, est-ce qu'on met de l'argent en commun? Oui, non, on se met d'accord. Alors, il y en a toujours qui disent non, moi j'ai pas envie de ton putain de barrage parce que de toute façon ma maison elle est en haut, elle va jamais en avoir besoin. À la limite, est-ce que ça peut être une contribution volontaire ou pas? À la fin, le clan peut aussi décider que voilà, bah, tous les membres vont partager un certain nombre de ressources de manière plus ou moins volontaire. Moi, je préfère les contributions volontaires que non volontaires. Et ça, c'est l'embryon de l'État. Mais c'est ça, ça aurait franchement pas dû aller plus loin, sauf encore une fois le contrôle de ressources stratégiques et de standards standardisés pour permettre une meilleure capacité. Donc, ce qui peut être stratégique, ça peut être la construction d'infrastructures lourdes, par exemple un barrage. Encore que, on peut très bien imaginer qu'il y ait une association privée qui organise la construction du barrage et qui gagne de l'argent avec l'exploitation de ce barrage. À voir, tout ça, ça peut se discuter. Et donc, dans ce sens-là, le national-socialisme, je peux le comprendre, mais je ne le vois mal, et d'ailleurs dans l'histoire, lorsqu'on a appliqué ce genre d'approche, ça a eu des résultats d'abord spectaculaires au début, et ensuite ça a été la banqueroute, voire la guerre pour masquer la banqueroute. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne est entrée en guerre en 1939 parce qu'elle n'avait plus de sous, aussi. Et qu'il fallait aller renflouer les caisses avec l'argent et l'or de la Pologne, ensuite de la France, etc., etc. Il y a aussi un processus d'éviter la faillite, un peu comme les États-Unis aujourd'hui, qui vont aller de plus en plus en guerre partout parce qu'ils sont en faillite. Alors, ensuite, ça dépend de la taille de rôle. Alors, là-dessus se pose la question du colbertisme. Est-ce que l'on veut qu'un qu'un État soit capable de planifier à long terme un certain nombre de choses? C'est possible. C'est très culturel. Par exemple, en France, clairement, dans un État qui a été tellement longtemps centralisé, cette approche colbertiste où on va dire, bah voilà, on va planifier sur un siècle, même plus, comme les Chinois le font en ce moment, ça peut avoir du sens. Après, pour d'autres pays, peut-être que c'est pas la bonne méthode. Ça, c'est très culturel. Voilà. Donc, dans une certaine mesure, c'est possible, mais vraiment, pour moi, il y a une condition sine qua non pour même l'existence d'un État. À la limite, il faudrait démembrer la plupart des États, à moins d'avoir tout d'abord la condition, c'est vraiment la démocratie directe et une représentation directe et non pas indirecte par des parlementaires qui sont tous corrompus, qui sont intéressés par leur carrière, leurs privilèges et non pas euh, par le service du peuple. Et donc là-dessus, c'est vrai que j'ai étudié la chose. La meilleure solution, c'est le tirage au sort, comme le préconise Étienne Chouard. Donc c'est une très très bonne idée à encourager, à partager. Donc allez voir le site d'Alain Chouard, partagez-le, allez-y maintenant, allez, faites-le. Et parce que c'est vraiment très très bien. Et je pense qu'à terme, c'est ce qui va se faire. Et on revient finalement à ce qu'était la démocratie, même au sein d'un clan, au sein d'une tribu. Dans les tribus germaniques, on votait, on élisait même un chef pour une campagne, etc. C'est quelque chose qui a du sens, à mon avis, qui est proche de la nature humaine. Et toute cette histoire de social, de mettre les choses en commun, tout ça, c'est beaucoup de balivernes sur des questions auxquelles il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce que l'inégalité? Qu'est-ce que l'égalité? Qu'est-ce qui est juste? Franchement, c'est pas évident de répondre, hein. Et alors souvent, on vient avec des phrases toutes faites. Oui, mais quand même, c'est injuste qu'il y ait des pauvres. Mais qu'est-ce que t'en sais? Toi, prends-en un chez toi, qui te pisse dans le salon, qui pue, et on verra bien si t'es toujours aussi sympa. Moi, je dis pas ça de manière condescendante, hein, ni paternaliste, mais simplement, c'est que je n'aime pas les gens qui viennent me piquer mon argent pour faire ce qu'ils veulent avec, et entre-temps, ils se prennent un salaire. Ok? Autre question, liée à celle-là, c'est la suite logique. Que pensez-vous d'un retour de la monarchie en France incarnée par Louis XX? Alors, j'ai déjà répondu plusieurs fois à cette question. Moi, je pense que le roi, contrairement à ce qu'on pourrait penser au XXIe siècle, en fait, c'est pas du tout un système ridicule et c'est un système qui est plutôt intéressant. Parce que finalement, un chef au-dessus des autres, au bout d'un moment, il faut un chef, il faut une figure euh, qui représente une nation, un peuple. Alors, est-ce que ce chef, ce roi, est-ce qu'il peut être élu? Est-ce qu'il peut être révocable? Est-ce qu'il a des moyens? Est-ce qu'il a des options une fois qu'il est chef? Est-ce qu'il a voilà, des ressources pour pouvoir faire une politique ou imposer une certaine morale ou une certaine direction ou servir de garde-fou à un État ou un gouvernement? Tout ça, ça se discute, c'est ouvert, il y a plein de cas de possibles. Ce qui est sûr, c'est que ça amène une vision à long terme, plus que celle que peuvent avoir la plupart des politiciens.
J'ai toujours pensé qu'en Afrique, c'était la solution idéale. En fait, les pays africains qui ont été en gros dessinés à l'époque de la colonisation du Congrès de Berlin et ensuite entérinés lors de la colonisation dans les années 50 et 60, sont basés sur des lignes géographiques qui n'ont pas de sens, alors que les ethnies existent et que celles-ci ont des chefs coutumiers, ou on peut appeler ça des rois, et que finalement, ça aurait été peut-être beaucoup plus simple de refaire les frontières. D'abord, il ne fallait pas y aller, il ne fallait pas foutre le bordel, et ensuite, dans l'éventuelle décolonisation, remettre des systèmes. Évidemment, on a mis en place des systèmes comme la France-Afrique, comme d'autres. Donc voilà. Mais vous comprenez que ça aurait été plus naturel d'avoir ces chefs coutumiers qui continuent à devenir des garants de leur ethnie, de leur groupe, et qu'ensuite ces chefs se rencontrent, comme en Éthiopie, le roi des rois, euh, donc l'empereur éthiopien, c'était à l'époque le roi des rois, c'est-à-dire c'était le chef de guerre qui était plus fort que les autres, qui mettait tout le monde d'accord, et qui finalement avait la loyauté. C'est naturel, c'est comme ça. Et je pense que, voilà, ça reviendra peut-être. Alors après, on est d'accord, est-ce qu'on va voir demain? Mais en tout cas, moi je l'imagine. Je sais pas, imaginez le roi de la Belgique, le roi d'Espagne ou des Pays-Bas ou de Norvège ou de Suède reconquérir le pays aujourd'hui, dire aux banquiers cassez-vous, chassez les marchands du temple, les jeter, ne pas rembourser les dettes, reprendre le contrôle de son pays. Moi, je trouve ça batte, quoi. Je trouve ça bien. Imaginez ces rois, imaginez le roi des Belges, arrêter, juger, exécuter des banquiers cosmopolites ou dicter des lois bonnes pour le peuple dans une assemblée de la population sur la place publique, ou alors reconquérir le pays au duo de la tourelle de son char d'assaut. Enfin, ça a de la gueule, quoi. Alors bon, c'est une image romantique, mais c'est pas impossible et c'est pas improbable, parce que je pense que vraiment dans un effondrement, les gens vont suivre le charisme, celui qui a de la force, qui est capable de les protéger, et celui qui peut organiser de quoi les nourrir, les soigner, etc. Donc à mon sens, on risque d'aller vers un monde féodal dans 20, 30 ans, après ou pendant l'effondrement. Ensuite, euh, ces chefs, ces nobles de demain, qui vont protéger, qui vont nourrir, qui vont s'occuper de la population qui va s'en sortir. Certainement, il y aura des chefs de guerre, ce sera peut-être des prédicateurs, ce sera peut-être des chefs religieux aussi, ce sera peut-être des chefs oui, spirituels, ça pourrait être aussi des chefs mafieux. Mais ensuite, est-ce que ce sera des nobles, de vieilles familles nobles, et qu'ils ont gardé cette noblesse par l'héritage? Moi, le type qui dit je m'appelle Hugues Gonzague de Saint-Brie de la Tour du Pin, et vous me devez allégeance parce que euh, ma famille remonte à Clovis, mais qui fait 1,50 m, 40 kilos et qu'il m'amène rien, je lui pète la gueule et je lui prends son domaine. Enfin, qu'est-ce que j'en ai à foutre du gamin, quoi. Donc, non, 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 non. Je pense il faudra montrer d'être digne de devenir le noble de demain. Et digne, c'est-à-dire de faire. Et il faut espérer qu'ils seront plutôt pas trop des salopards, d'ailleurs. Pas gagné. Après, Louis XX, moi je le connais pas. Lui ou un autre, la question que je me poserais, lui ou il y a peut-être d'autres maisons qui, d'un point de vue dynastique, souhaiteraient ou pourraient devenir roi de France. Moi, je les connais pas, donc je sais pas ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Louis XX? Est-ce qu'il est banquier? Est-ce qu'il est parachutiste dans l'armée française? Je sais pas. Donc, est-ce qu'il a les compétences, à part son nom et sa lignée, qui, à mon avis, compteront plus du tout, pour mener une armée ou pour lever une armée? Je sais pas. Quel pays il a sauvé? Quelle armée il a menée en bataille? Tant qu'il l'aura pas fait, à mon avis, il sera pas roi. Ça m'étonnerait. Ensuite, en France, vous voulez un roi ou un émir? Parce que vu la démographie, à mon avis, vous allez avoir un émir, ou plusieurs. L'émir de Tourcoing, l'émir de Seine-Saint-Denis, l'émirat de Seine-Saint-Denis, l'émirat de Marseille, l'émirat de Vaux-en-Velin. À voir. Ouais, c'est un élément important. Alors parfois on me dit non, la France, c'est la fille aînée de l'Église. Ouais, mais c'est pas une réponse. Fille aînée de l'Église, elle est où l'Église? Parce que moi, quand je voyais en France, on voit pas beaucoup des catholiques. Et ceux que je vois,
sauf certaines exceptions, c'est pas exactement des guerriers, quoi. Donc, la question, elle va se poser. Mais ça, c'est pas moi d'apporter la réponse, c'est vous qui savez. Émir, en arabe, on dit comment? Émir? S'il n'y a pas d'effondrement, il faut vous commencer à apprendre l'arabe en France.